de la stratégie au requis dans un contexte d'agilité disciplinée. En d'entrée de jeu, ce que je vais faire, je vais me présenter. Donc, c'est moi. Ça, c'est moi quand je suis sorti de l'école. Je suis sorti avec beaucoup de connaissances, une confiance en soi, en moi assez grande. Et là, je me pensais très bon. Par contre, je pense que à mon premier mandat, c'est ça qui est arrivé. Puis cette situation-là, je suis certain que personnellement, vous la frappez à tous les jours. La notion des perspectives. Donc, avec peu d'expérience, tu as la personne qui dit non, tu dis non, c'est un 6, non, c'est un 9. Donc là, on est déjà, on vient de se rencontrer et souvent, on est en mode de confrontation. Et c'est pas plaisant parce que c'est pas ça qu'on veut. On est là pour trouver des solutions, mais là, c'est drôle, on voit pas la même chose. Et je vous avoue que j'ai songé à ça pendant plusieurs années. Ça prend de l'expérience. Il faut se taper le nez quelques fois pour comprendre. Et on cherche des pistes et une des pistes que moi j'ai trouvées pour régler cette situation-là, mais c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est ce paquet de lettres-là qui sont après mon nom, qui ne font pas de moi un spécialiste. Au contraire, je me définirais beaucoup plus comme un super généraliste. Ces lettres-là, justement, me permettent de connaître plusieurs perspectives de la même chose. Là-dedans, vous avez de l'architecture d'entreprise, d'affaires, de l'analyse d'affaires, de l'analyse agile, de la gestion de projet, de la gestion agile. Donc, c'est un mélange. Puis, il y a beaucoup de répétitions parce que même l'analyse agile du CBAP et du BABOK, excusez, et l'analyse agile du PMI, il y a des distinctions qui sont très intéressantes, puis ça permet d'être encore plus précis. Donc aujourd'hui, quand je me présente devant un mandat, la même situation arrive. Ça, on ne peut pas changer ça. Les gens avec qui on travaille souvent n'ont qu'une perspective, c'est souvent ou peut-être des spécialistes dans leur domaine, des spécialistes du neuf. Donc moi, j'arrive avec un mandat souvent, et ce qu'on me présente, c'est le 6. Et là, je constate le 6, j'en parle pas. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais, avec mon interlocuteur, parler du 9. Et ça, je vous avoue, je le fais tout le temps et je le fais dans les premières minutes de mon mandat. Et de cette façon-là, ça crée un lien de confiance. La personne comprend que je comprends ses enjeux. Et là, ce que je fais tout de suite, je me retourne à mon 6, je lui parle du 6 et tout de suite, on voit une ouverture et ça se passe dans les 5 premières minutes souvent d'une rencontre avec les clients. Donc, il y a une ouverture et là, on peut engager une discussion puis amener la personne à comprendre qu'il n'y a peut-être pas juste une façon de voir les choses, que c'est de voir le problème, de voir la solution. Donc, le 6 et le 9, franchement, ça peut être n'importe quoi. Donc, ce soir, c'est beaucoup de ça qu'il va y avoir dans ma présentation. C'est sûr que ça tourne autour des thèmes des requis, de la stratégie, de l'agilité, mais je vais partager avec vous plusieurs perspectives de la même chose. Donc, le titre présenté, c'est celui-là, mais si je voulais avoir un titre long à ma présentation, ce serait « La stratégie et requis ». L'agilité, il y a un fond d'agilité sur toute ma présentation, mais à la toute fin, je vais vous parler de l'agilité disciplinée, donc le discipline agile, mais plus en overview. On va faire un survol de ce que c'est. Ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais surtout en termes de c'est quoi les valeurs, pourquoi j'ai accroché à ça avec tous les autres bagages que j'avais, pourquoi celui-là en particulier. Et naturellement, ici, autour de la grande table virtuelle, on a beaucoup de personnes de l'architecture et de l'analyse d'affaires. C'est deux perspectives que je connais très bien, donc je vais aussi naviguer entre une et l'autre à travers notre discussion. Mais si je voulais avoir la version courte de mon sujet, ça serait quoi? Ça serait l'importance du pourquoi.
ce soir, on ne rentre pas dans le comment, je vous le jure. On n'irai pas vous sortir des recettes, vous sortir des trucs pour ça. Je veux focaliser sur l'importance du pourquoi. Et ce pourquoi-là, il porte déjà beaucoup de noms. On l'appelle besoin, exigence, requis, spécification. C'est pas grave, je vais parler beaucoup d'exigences et de requis, de besoins aussi, mais le pourquoi. Puis s'il y a une chose que je voudrais que vous partiez avec ce soir, c'est de vous poser sans cesse la question pourquoi je suis en train de faire ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça va être un grand gain pour moi si c'est avec ça que vous quittez à la fin de la rencontre. Donc, le fameux pourquoi. Vous êtes conscient de ça, puis ce qui remporte la palme dans nos projets, dans nos initiatives, c'est le comment. Le comment prend toute la place. On va parler un peu du quoi et le pourquoi, c'est le grand oublié. On en parle quelques heures, quelques jours au début du projet. On signe une charte de projet et là, bang, tout le monde s'en va travailler dans le comment. Et on a naturellement autour de nous des gens qui sont préoccupés par le quand, le combien et le par qui. Donc, les gestionnaires de projet, eux, c'est leur perspective pour le même projet que nous, on est en train de livrer une solution. On pourra dire que c'est un peu normal, puis on va le voir à travers les différentes perspectives que je vais vous montrer, que c'est un peu normal. Systémiquement parlant, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on doit travailler encore plus fort pour faire émerger le pourquoi. Et on peut se poser la question aussi, mais est-ce que c'est normal, mais c'est aussi la cause la principale cause de nos insuccès, parce que si on fait quelque chose, c'est pour atteindre l'objectif. On en parle des objectifs d'affaires, mais si tout le monde travaille sur le comment, on risque de passer à côté. C'est un peu ce que j'exprime ici. Pourquoi c'est si normal que ça? Première des choses, vous le savez, nos clients s'expriment en comment. Nos clients ont besoin d'améliorer une capacité de gestion de clients. Ils disent « je veux Salesforce ». Donc, ils s'expriment d'emblée beaucoup avec des choses qu'ils ont vues ailleurs, qu'ils ont utilisées ailleurs et nous arrivent avec des solutions et non pas avec leur pourquoi qu'ils ont besoin d'atteindre. Nous sommes des gens de solutions, donc nous aimons le comment. Je suis un technologue de formation. Je travaille très fort sur moi-même pour rester du côté quoi et pourquoi, mais on aime le comment, puis tout le monde aime ce qui brille, on aime ce qui est nouveau, on aime les tendances. Donc, on se retrouve très facilement et naturellement dans cette dimension-là, le comment. Mais c'est aussi la cause principale, c'est quand le comment nous fait passer à côté du pourquoi on est en projet, pourquoi on est en amélioration, ou pire, on s'y rend pas. Combien vous avez vu de projets qui ont été en bon latin cannés en cours de projet parce qu'on brûle de l'argent, on brûle du temps et on a perdu le focus sur le pourquoi, on s'est embourbé dans le comment et là, ça ferait de la frustration à tous les niveaux. Notre client est frustré, les gestionnaires de tous les niveaux sont frustrés, l'équipe qui n'arrive pas à livrer est frustrée et ça fait un énorme gaspillage en temps et en argent, puis aucune valeur est retenue du fait qu'on est passé à côté parce qu'on est évalué sur le pourquoi, mais on travaille, comme je le dis, sur le comment. Donc, à ce point-ci, je vais faire une mise en garde. C'est une conférence que j'ai mis beaucoup de clichés. C'est des petites histoires que plusieurs d'entre vous vont connaître, mais dans le contexte, j'ai voulu les ramener. Donc, beaucoup de clichés. Je vais faire beaucoup usage de sarcasme et de la preuve par l'absurde. C'est une façon de voir à quel point c'est problématique et systémique dans nos entreprises. Puis la mise en garde aussi que toute ressemblance avec votre entreprise, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Vous allez vous reconnaître sûrement dans les façons de faire et de penser de nous. On va se dire nous et tous les membres, toutes nos parties prenantes. Donc, le premier cliché, la fable du gentilhomme et du charpentier.
sais pas si vous la connaissez, je vais vous la conter rapidement. Donc, c'est le gentilhomme qui s'en va sur un chantier, puis qui demande au premier charpentier qu'est-ce qu'il faisait. Fait que le charpentier lui répond, je fais ce qu'on m'a demandé, monsieur, je prends les pierres, je les casse et je les mets dans la pile qui est juste là. Fait que le gentilhomme continue son chemin, il va voir le deuxième, puis il lui demande, qu'est-ce que vous faites, mon cher monsieur? Il dit, moi, monsieur, je fais dans quoi est-ce que je suis bon? Je prends les pierres du tas et je les empile pour faire des murs. Fait que le gentilhomme poursuit sa route, puis il demande au troisième, il dit, vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, monsieur, je construis une cathédrale. Donc, lui, il avait le pourquoi en tête, puis on peut se poser la question, nous, le matin, quand on se lève, puis on s'en va au bureau, est-ce on est là? Est-ce que le pourquoi, il est bien communiqué au début, pendant et après nos projets? Je ne suis pas certain. On est des gens qui aiment, on nous dit de faire, on fait ce qu'on nous dit de faire ou on fait ce qu'on est bon souvent. On est dans le comment et on oublie la raison d'être de nos projets. Deuxième cliché, nos environnements sont compliqués et leurs requis aussi. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu ou lu déjà. C'est la notion d'être compliqué. Un Boeing 747, c'est compliqué parce que si on prend les meilleurs ingénieurs aéronautiques, mécaniques, électriques, électroniques, à force de fouiller dans les plans, en démontant ce bel appareil-là, ils vont arriver quand même à expliquer cette complexité, le fait que c'est compliqué. Mais nos environnements à nous, je vous avoue, ils ont beaucoup plus l'air à ça. Ça, on pourrait dire que c'est un élément qui est complexe parce que cet élément-là, lorsqu'on l'analyse, il se transforme. Lorsqu'on essaie d'aller chercher le 8e spaghetti, mais cette valeur, on en a déplacé. Donc, l'environnement évolue à mesure qu'on le travaille dessus. Donc, on peut dire qu'ici, on a les mêmes ingénieurs, les meilleurs, n'arriveraient même pas à expliquer la structure de ce spaghetti-là, tant que ça peut être complexe. Donc, on pourrait dire que nos environnements sont beaucoup plus complexes que compliqués. L'agilité. Là, je fais un peu, je mets à la table, là. Je suis en train de parler des différentes choses qu'on va couvrir dans la présentation. Donc, l'agilité, je suis certain que dans la grande majorité des gens qui voient ce mot-là, on dit agilité égale agile, agile égale Scrum, puis Scrum, c'est Sprint. Et ça, malheureusement, c'est encore beaucoup la façon des gens, surtout les gens techniques. C'est comme ça se fait en une fraction de seconde, c'est à ça qu'on arrive. Ça m'est arrivé encore cette semaine à une collègue à moi qui, moi, dans ma tête, c'était clair. Je lui parlais d'agilité organisationnelle, puis elle me répond, « Ah, on fait des achats chez nous dans le groupe des sites web. » On n'était pas du tout à la même place. Et malheureusement, vous le savez, tout ça ici, dans ce format-là qu'on voit là, c'est présenté comme une recette aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de fournisseurs ont vu la manne que ça représentait. Et puis en plus, on le sait, on cherche des recettes, on cherche des cadres de référence, on cherche des façons de faire rapides et on est là. Ce que vous savez peut-être aussi, c'est que cette belle recette-là ici, elle a 20 ans cette année. Donc, ça fait 20 ans que le manifesto a été émis. Et ça fait 20 ans qu'on travaille avec la même chose. Donc, quelque chose qui est supposé d'être très agile, parce que c'est l'agilité, c'est quelque chose qui n'a pas bougé. Donc, on se ramasse avec une recette qui est prescriptive, tandis que les gens qui l'ont premièrement mis en place cherchaient justement, selon les règles et les valeurs agiles, quelque chose qui peut évoluer et ça n'a pas évolué. On va y revenir puis on va pouvoir travailler là-dessus. Et c'est pourquoi mon cliché numéro 3, c'est le Golden Hammer, la fameuse, puis relativement aux recettes. Donc, heureux celui qui a un marteau d'or,
car avec un marteau d'or, tout est un clou. Et vous le savez, c'est pas vrai. On peut pas, les gens pensent que parce qu'ils ont cette recette-là, ils peuvent l'appliquer partout de la même façon, sans discernement. Et on va voir plus tard que c'est pas le cas, puis on peut pas faire ça. Ça a été très prometteur, très, très prometteur, mais quand c'est mal utilisé, on a des résultats comme celui-là, là, on peut pas aller plus loin. Au niveau de l'agilité, on parle beaucoup que dans le domaine agile, ce qu'on va chercher, pourquoi, quand on va utiliser l'agilité ou les approches agiles, c'est dans un contexte de complexité, on en a parlé tantôt, et aussi d'inconnu. Quand on ne sait pas où on va, ça nous permet d'assurer chacun de nos pas. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le pont Champlain aurait pu ou aurait dû être fait en agilité? Je ne crois pas parce qu'on est dans le domaine du compliqué. Un pont, ça s'explique, ça a des dessins, les ingénieurs sont bons, les architectes sont bons parce qu'ils connaissent tous les algorithmes, les calculs pour faire ça. Puis je pense qu'ils nous ont démontré que ça s'est fait relativement vite. Et ce n'est pas un très bon exemple pour faire ça, puis on utilise souvent cet exemple-là. Du côté logiciel, on sait qu'on a la complexité, on a l'aspect humain, des changements et beaucoup d'inconnus. Donc, on a deux éléments qui nous permettent de dire que le développement logiciel serait un bon candidat. Mais là, je vais vous poser une colle. Qu'est-ce qu'on fait avec un package? Moi, je vais vous conter une histoire. Dans un de mes mandats récents, comme bonne analyste d'affaires et architecte, on fait une série de requis, on fait très bien notre devoir, on a un beau registre de nos exigences, on fait un devoir d'enfer pour trouver les meilleurs fournisseurs, ceux qui ont les meilleures méthodologies d'implantation, une feuille de route incroyable. On est allé voir leurs clients pour être certain qu'ils étaient bons. On fait notre solution du produit et aussi du fournisseur, parce qu'on sait que c'est avec le fournisseur qu'on se marie et non pas le produit. On le sélectionne et tout d'un coup, quelqu'un a la bonne idée, faisons ça agile. Et là, vous comprendrez que ce projet-là n'a jamais vu le jour parce qu'on avait sélectionné un fournisseur qui avait démontré que sa méthode était bonne et éprouvée et on l'a mis encore une fois à côté, en latin, à côté de ses baskets. Il a complètement perdu le contrôle de la situation et nous n'étions pas des spécialistes agiles. Donc, on est allé nulle part. Par contre, le principe, l'idée semblait bonne, mais dans un contexte de package, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, par contre, on peut y aller complètement cascade, on pourrait y aller complètement agile, ou un entre-deux, la méthode Kanban, qui nous permet de travailler avec des carnets de commandes, mais avec une approche plus structurée. On pourrait faire de façon agile, prendre je sais pas moi, les 50 fonctionnalités du package, sélectionner celles qui sont les plus prioritaires, mais implanter chaque fonctionnalité de la même façon, par une expérimentation, une configuration et des étapes qui sont les mêmes pour chacun. Donc, c'est un exemple où il faut du discernement même avec l'agilité. Donc, ici, ce que vous voyez ici, c'est un cliché d'une photographie cérébrale du cerveau d'un analyste d'affaires qui vient de se faire donner un mandat. On voit qu'il y a beaucoup de flou là, dans cette photo-là parce que notre analyste d'affaires, il se pose la question, c'est qui mes parties prenantes, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes indicateurs, mes processus, mes systèmes, mes interfaces. Il ne sait pas du tout à quel endroit il est et ça fait un flou assez important. Donc, il ne sait pas par où commencer, puis il aimerait avoir un peu de contexte. Mais je vous ai compté une petite menterie. Ce n'est pas une photo d'un cerveau, c'est juste un bout d'une longue histoire. Ici, on voit la tapisserie au complet. Si on était capable d'offrir à nos analystes d'affaires
une perspective comme celle-là de où il se trouve, c'est quoi qui est autour, qu'il y a des choses qui sont presque pareilles dans l'entreprise, il y a de la transition et ça, qu'est-ce qui nous permet de faire ce niveau-là? C'est beaucoup plus l'architecture d'affaires, l'architecture d'entreprise. D'où l'importance d'avoir à 2 niveaux, donc on peut être plus à 60 000 pieds, puis l'autre à 30 000 pieds ou à 10 000 pieds, mais c'est important de pouvoir aussi avoir une modélisation de l'actuel et d'indiquer à notre analyste où on est de façon naturelle en train de s'en aller. Donc, lorsqu'il va élaborer ses solutions, il va pouvoir être aligné directement sur les cibles qui ont été émises ou même proposer d'autres cibles et même faire évoluer la cible d'architecture. Donc, ça se fait dans les deux sens. Et tout ça basé naturellement sur les besoins très précis ou des besoins très globaux. Donc, la définition du rôle d'analyste et d'architecture d'affaires. Au tout début, là, dans les premières versions, on parlait beaucoup on le définissait l'analyse d'affaires comme le pont entre les affaires et le TU, ce qu'on appelait aussi le traducteur. L'analyse d'affaires jouait ce rôle-là, puis c'était tout ce qu'on avait. Est venue après la notion que j'appréciais déjà à l'époque, gardien des exigences. Donc, on mettait beaucoup plus d'emphase sur l'importance de l'exigence dans le travail. Mais ce qui est arrivé, et c'est encore le cas malheureusement, on peut aussi l'appeler le preneur de commande. Et c'est malheureux, les gens, encore sans discernement, vont capter ou vont prendre tel quel le fameux besoin qui est en fin de compte des morceaux de solution provenant du client, vont les noter et vont essayer de trouver quelque chose dans ce sens-là. Aujourd'hui, on l'appelle le gardien de la valeur d'affaires. Je vous mets au défi de demander à quelqu'un la définition de valeur d'affaires. Moi, je l'ai appelé la quoi. C'est impressionnant selon la nature et la perspective de la personne, comment les gens arrivent à définir la valeur d'affaires. Les programmeurs, le nouveau bouton en bas à droite qui est rouge, pour lui, il vient de livrer un feature, il vient de livrer de la valeur. Moi, je vais vous avouer qu'actuellement, je suis en train de prototyper que pour moi, la valeur d'affaires, c'est ce que le client de mon client va faire et va gagner avec ce que je vais faire. Pour vous donner où je suis rendu en termes de ma définition de la valeur, c'est même pas mon client, c'est son client à lui qui va gagner et ce que je vais faire, ça va faire grandir tout le monde. Donc, vous voyez que il y a un gros enjeu ici de définir la valeur d'affaires. Et pour l'architecte d'affaires, maintenant, je suppose que vous êtes très curieux, mais j'ai trouvé ça dans la littérature. Quand vous allez en voir un, vous allez le reconnaître. Mais je ne vous laisserai pas sur votre faim. On va passer tout de suite à essayer d'expliquer qu'est-ce que les architectes amènent dans notre procédé, la perspective de l'architecture. Donc, on part du cadre de référence TOGAF. Puis ce que j'ai adoré quand j'ai obtenu ma certification, naturellement, les requis sont en plein centre. Là. On dirait que tout converge vers les requis dans le TOGAF. Mais quand on lit TOGAF, on parle beaucoup, on qualifie le requis, c'est des requis d'architecture. Oui, si on le fait pour l'architecture, on le fait pour l'entreprise, mais on est très, très haut parce qu'en architecture d'entreprise, notre granule, qui n'est pas une granule, c'est le building block. C'est un bloc, c'est très, très gros. C'est une composante d'affaires, système informationnel sur lequel on va bâtir notre entreprise. Donc, on est vraiment très dans des gros morceaux et nos requis, c'est les requis de l'architecture elle-même, mais c'est puis aussi à très haut niveau, les requis de l'entreprise. C'est pour ça que nous, les architectes d'entreprise, on se fait souvent taxer d'être dans notre tour d'ivoire, d'être déconnecté de la réalité et de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'aurais une autre aussi perspective à ça. C'est peut-être plus celle-là que je dirais que l'architecte d'entreprise,
c'est nécessaire. Il se doit, lui, d'être à 60 000 pieds. Il se doit de faire une vigie et son span de temps est beaucoup plus long que ce qu'on va avoir en projet. On parlait tantôt architecture actuelle et cible. On a besoin de ça. Si on avait juste des gens dans le détail, tout le monde qui a le nez de coller sur l'arbre, on le sait, quand ça arrive, on va nulle part. Tandis que si on a juste des gens qui sont à 60 000 pieds puis ils regardent la forêt, ça n'a pas non plus de valeur. C'est l'ensemble de l'œuvre qui est important. Donc ici, mon point, c'est nécessaire, mais c'est quand même à haut niveau. Dans toute mon élaboration de mes certifications, j'ai commencé avec TOGAF il y a 10 ans en espérant. Je cherchais l'analyse d'affaires à l'époque, mais je vais vous avouer, c'était l'enfant pauvre du TOGAF, la section B ici. On n'en faisait pas. On partait assez, on faisait de l'architecture d'entreprise TI. Donc, l'architecture d'affaires a émergé avec le BizBoc il y a 5-6 ans déjà, et je vous avoue que ça va extrêmement vite. La guilde que j'ai vu tantôt, qui est un des sujets qui va être couvert dans les prochaines semaines, la guilde sort 2 versions de son BizBoc à chaque année, une mineure et une majeure à chaque année. Ils sont déjà rendus à la version 10 du BizBoc et c'est très, très riche en théorie. Il ne faut pas se rappeler, ce n'est pas une méthodologie, c'est un cadre de référence. Donc, ça donne les valeurs, ça donne les mots à un métier, à une profession. Donc, c'est quoi le point focal du BizBoc, de l'architecte d'affaires? C'est la capacité d'affaires. Tantôt, on parlait du building block. Ici, on est dans la capacité d'affaires. Par contre, cette capacité-là se doit d'œuvrer dans un schéma un peu plus large où on va parler de la vision stratégique, des parties prenantes. On voit des choses qu'en analyse d'affaires, on a, mais ici encore, on est peut-être à 30 000 pieds ici. On était à 60 000 tantôt. Ici, on est à 30 000 pieds. Et l'important pour l'architecte d'affaires, c'est son nœud, qui est la capacité. Il fait l'inventaire de tous ces composants-là d'affaires et la force, c'est de faire des relations entre ces concepts d'information-là pour nécessairement faire des analyses d'impact. Donc, quand il reçoit une vision, une stratégie, il peut rapidement voir l'impact de cette stratégie-là sur ce qui on est actuellement et ce qu'on prévoit être. C'est très là, ici, j'en ai mis juste quelques relations, mais tout ça ici est mis en relation et permet de faire premièrement une explication, de donner des mots justes à tous les concepts et de les mettre en relation. Donc, l'architecte d'affaires aussi va partir d'une situation actuelle, va définir sa cible et par l'entremise de ce qu'on appelle les plateaux, va donner une feuille de route. On ne va jamais du point A au point Z dans un coup, c'est impossible, c'est trop complexe. Donc, on va dessiner une feuille de route qui va emboîter nos morceaux, qui sont plus petits que ceux qu'on a vus tantôt, mais qui donnent quand même un ordre logique. Parce qu'en architecture, on ne fait pas, comme en gestion de projet, un plan et voici, c'est immuable, c'est ça. On fait une feuille qui dit la logique des choses voudrait qu'on s'y prenne de telle façon, compte tenu des préalables, compte tenu des priorités, mais ce plan-là est en constante mouvance parce que l'architecture elle-même est en constante mouvance. Et là, si on fait le différentiel ici, mais d'aller du point A au point Z, et là, on est capable d'élaborer nos requis au niveau architectural. Et là, on passe à un niveau plus bas où là, on s'en vient sur le plancher des vaches. Et là, on va parler de ce que le BABOC nous prescrit comme approche. Ici, on voit les concepts de base du BABOC. Et naturellement, il n'y a pas de surprise, les requis d'architecture devraient, une fois granularisés et plus petits ou pas, s'en aller du côté des analyses d'affaires pour être étudiés, être compris. Ces besoins-là
naturellement, vont nous parler, on l'espère, du pourquoi et vont nous parler de qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on a besoin pour obteindre nos objectifs. Ces besoins-là, on va justement les traduire en valeur. Et là, on est vraiment dans le pourquoi pur. Et cette étape-là, c'est celle qu'on ne faisait pas tantôt quand je vous ai parlé des définitions de l'analyse d'affaires. Vous voyez, le besoin était le préalable, mais la valeur, c'est le focus. Et le besoin va nous amener dans la solution. Et là, on va pouvoir naturellement parler du comment. Et là, je suis heureux, j'ai passé le test moi aussi tout à l'heure, mais je vous avoue, je ne vous le cache pas, j'ai changé des mots pour, j'avais plus des traductions littérales anglaises, mais on l'a vu tout à l'heure, puis je suis bien heureux, on va faire le parallèle. C'est quoi les requis selon le BABOK? On a les fameux requis ou exigences d'affaires. Encore là, quand je parle à mes collègues architectes, analystes, architectes de solutions, analystes d'affaires, les clients, eux, ils ont une sorte d'exigence. Tout est une exigence d'affaires. Ils mettent tout au même endroit. Ça s'appelle une exigence d'affaires. Mais nous, les analystes d'affaires, on sait qu'on va les catégoriser. On va avoir des grands pourquoi. Et la pyramide ici démontre aussi la volumétrie de chacun. On devrait avoir très peu, on n'a pas besoin de beaucoup de requis d'affaires parce que c'est sur ceux-là qu'on va développer notre business case. Ça nous prend quelques-uns, il faut faire la preuve qu'on va avoir un bénéfice qui va s'ajouter aux coûts qui vont être faits. Après, il faut écouter nos parties prenantes qui, eux, vont nous exprimer leurs besoins à eux comme individus. Et naturellement, on va arriver assez vite à la solution où on va avoir des requis de type fonctionnel et on va avoir des requis de type non fonctionnel. Et encore là, on va en avoir beaucoup, au moins selon la nature et la grosseur du projet ou de l'initiative en cours. Vont suivre les requis de transition, souvent qui vont servir qu'une seule fois, des requis d'initialisation de base de données, de conversion, de formation des parties prenantes. Donc, c'est important de comprendre comment on va passer du point A à B, à C et à D. Tout ça pour livrer naturellement, on l'espère, la solution qui nous a été demandée. C'est quoi nos outils pour rattacher tout ça puis pas perdre le focus sur le pourquoi? Excusez, j'ai oublié ce bout-là. Ici, c'est pour faire un parallèle justement à ma volumétrie de tout à l'heure. On comprend. Quand je vous disais, c'est normal qu'on est dans le comment. On a un exemple ici. C'est un peu comme ça qu'on analyse, donc on s'embourbe dans notre solution. Et ce que je disais, comment on fait pour ne pas perdre le focus? On a un bel outil, une belle façon de faire, nous, qui s'appelle la traçabilité des requis. Il faut à tout moment partir d'un besoin d'affaires et d'aller jusqu'à ces requis de solution et de transition. Et aussi, à l'inverse, tout besoin émis de façon très ponctuelle devrait être attaché vers le haut pour finalement venir aider à atteindre le bénéfice d'affaires. Si la moitié de nos besoins fonctionnels ne sont pas alignés sur nos besoins d'affaires, on est à côté du pourquoi on est en train de faire ça. Et de plus, il faut aussi que ces requis-là, on soit capable de les appareiller à la solution. C'est beau d'avoir un beau registre qu'on va maintenir et qu'on va présenter à nos comités, mais il faut être capable de dire que tel besoin se retrouve dans tel module et fonctionnalité de la solution. De cette façon-là, on est capable de voir s'il y a des trous autant du côté du requis ou il y a des opportunités non saisies du côté de la solution qui on va saisir ou pas. Là, on n'est pas obligé, il ne faut pas en faire une obligation. Donc, comment ça s'écrit, les requis? Ici, c'est sa forme la plus simple. Je pense que vous avez vu ça à maintes reprises.
le système doit, le système doit, le système doit. Et là, on en décline comme ça, mettons, un petit 2000. On a de toutes les choses, on peut aller vraiment dans le détail incroyable. Donc, encore là, je reprends mon petit dessin. Vous voyez qu'on est beaucoup dans le comment et c'est ce qu'on émet. Ça ne s'arrête pas là. C'est qu'on prend ça, on les prend tous ou on en prend quelques-uns et là, on prend ces beaux comment-là, on met ça dans notre RFI, dans notre proposition ou notre demande de proposition à un fournisseur. Et là, pourtant, on parle à un fournisseur qui est spécialiste du domaine dans lequel on a besoin de lui. Le comment, c'est lui le spécialiste. Et nous, on discute, on l'aborde en comment. On fait en fin de compte comme nos clients à nous. Nos clients, je disais tantôt en riant, ils nous parlent en comment. Nous, on n'est pas mieux, on fait la même chose. On transmet un paquet de requis qui sont dans l'ordre du comment. Et pourtant, ce spécialiste-là, il a peut-être beaucoup à nous apprendre sur le comment. C'est peut-être lui qui a la vraie recette et nous, on a passé des mois à analyser, se chicaner à l'interne et on arrive avec ça. Par contre, il y a de la lumière au bout du tunnel. Il y a une autre forme qui est proposée par la forme agile, le récit utilisateur, le user story. Je l'ai décortiqué en morceaux, on le connaît bien, en tant que je veux, afin de. C'est très, très simple. Si on se pose la question, qu'est-ce qu'on vise avec ça? Le qui, j'en ai pas parlé depuis le début de ma conférence, le qui. Tantôt, j'ai parlé du par qui, donc l'exécutant. Le qui, il surgit. On sait qui va utiliser ou a besoin de ça. Je veux, les gens vont nous parler en quoi? Ils veulent avoir quelque chose pour atteindre leur objectif. Afin de, le pourquoi. À date, moi, je suis hyper heureux. Je n'ai pas de comment dans tout ça. Et avec ça, je donne ça à une équipe de développement, à un fournisseur externe. Eux sont les spécialistes du comment. Eux vont me revenir avec des propositions et on va pouvoir faire évoluer la solution avec juste ça. Là, et là, encore là, ça ne s'arrête pas là parce qu'on sait que tout bon user story est accompagné de ces critères d'acceptation. Mais là, on peut tomber dans le piège de dire, là, c'est là que c'est le temps de mettre mon comment. Et là, on met 10, 12, 15 critères d'acceptation sur mon récit qui sont tous alignés sur le comment. Mais si on est moindrement discipliné, un mot que je vais utiliser beaucoup tantôt, on va peut-être en profiter pour aller plus dans le pourquoi. Notre critère va aller plus en profondeur de pourquoi je suis en train de faire ça. Et quand on va faire nos tests, on va s'assurer que ce pourquoi-là est répondu, ce pourquoi-là est répondu. Donc, c'est une façon, encore une fois, de pas tenter, de pas être tenté de rester trop longtemps dans le comment. Une perspective d'architecture, l'architecture voulant être une vision holistique de l'entreprise. Ici, quand je parle à plusieurs personnes, c'est la version simpliste que les gens me disent. J'ai un client qui parle à un de mes vendeurs qui, lui, a un logiciel devant lui, puis c'est sûrement installé quelque part. Donc, ceci est l'entreprise. Mais aujourd'hui, on ne peut plus être à ce niveau-là. Vous avez tous entendu parler de parcours client, donc tous les gens d'expérience. Aujourd'hui, on ne peut plus ne pas livrer une expérience. Et là, c'est très important de connaître notre client au bout des doigts parce qu'on voit ici notre client évolue dans sa vie, évolue dans son cycle de clientèle. Et ce client-là, au cours de sa vie ou même au cours d'une même semaine, il va peut-être vouloir avoir différentes choses de nous. Donc, il faut vraiment comprendre quelle est la valeur qu'il désire avoir et comment nous allons répondre à ce besoin de valeur-là. Et là, pour arriver, nous, à émettre cette valeur-là, ça nous prend des capacités d'affaires que je parlais tout à l'heure en architecture d'affaires. C'est ce qu'on doit être capable de faire. Ce n'est pas comment on le fait,
Est-ce que je suis capable? À quel niveau je suis capable? Parce qu'on sait, par exemple, si je prends la capacité de gestion de projet, tous les départements d'une compagnie, à quelque part, va gérer un petit ou un gros projet. À quel point nous sommes capables, en termes d'entreprise, de faire quelque chose? C'est ça que l'architecte d'entreprise ou d'affaires va faire. Donc, on va énumérer nos capacités et naturellement, ces capacités-là vont être matérialisées avec des services. Notre client chez nous va consommer des services et on les encapsule et on les émet et c'est ça qui est notre menu, notre catalogue. Les gens consomment des services d'affaires qui sont supportés par les processus internes de l'entreprise. Processus qui peuvent être dans un seul département ou multiples départements. Et là, ce qui a émergé assez de façon solide dans les dernières années, c'est la portion des services TI. On encapsule maintenant nos applications et on fait des microservices. Le temps des applications monolithiques énormes est terminé. Aujourd'hui, on essaie de morceler nos applications en plus petits modules qu'on va regrouper sous une notion de service. Donc, nos processus, au même titre que nos clients externes consomment nos services d'affaires, nos clients internes vont consommer des services TI de toutes sortes. Et naturellement, l'aspect infrastructure demeure. Par contre, peut être interne, peut être sur le cloud, c'est beaucoup plus volatile que c'était. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces portions-là, c'est vraiment spécifique à l'entreprise. Ça, c'est à nous, c'est comment on a décidé que ça serait. Ces couches-là, c'est très spécifique à l'industrie. Au niveau bancaire, un client s'attend d'obtenir des valeurs équivalentes. Il s'attend qu'on soit capable de la même chose, puis qu'il va consommer. Moi, je prends toujours l'exemple de l'hypothèque, que je sois à la TD, la RBC ou la BMO. Sa structure interne, ses processus, j'en ai rien à faire. Je veux une hypothèque. Donc, moi, je veux un service et pour moi, il va me l'offrir parce qu'il est dans le même domaine. Par contre, comment il a décidé de me servir, comment il a perçu mes besoins et l'expérience qu'il veut me faire vivre, et ça dépend vraiment du client que je suis, où je suis rendu moi, je suis pas mal rendu ici, là, dans mon cycle. J'ai pas mal franchi toutes les étapes avant. Donc, c'est là que je suis. Donc, ça me prend un parcours particulier, ça me prend des services peut-être adaptés à moi comme client. L'architecture va aussi rajouter des couches de mesures de contrôle et de gouvernance et beaucoup de sécurité. Je ne vous l'ai pas dit, mais actuellement, je suis en mandat à la Société de transport de Montréal et vous savez qu'on y a goûté de façon très forte avec le ransomware qu'on a été victime. On a dû remettre en marche l'ensemble de nos systèmes parce qu'on avait pris la décision de ne pas payer la rançon. Mais de toute façon, ça a tellement tardé et on avait tellement de bons backups qu'on a réussi en quelques semaines à remettre sur pied nos systèmes critiques. Et actuellement, on est fort d'une expérience qui nous a coûté cher en temps et en argent, mais par contre, on s'en est sorti. Et toute cette notion-là qui était déjà en place, on les a renforcées. Oui, on avait des failles, mais on les a renforcées. Là, je vous amène ailleurs. Là, je ne sais pas comment j'avance dans mon temps. Je pense que je vais être capable de combler pas mal de temps. Vous me dites, c'est quoi, combien qu'il me resterait de temps, mesdames? Il te resterait à peu près 45 minutes si on compte Okay. encore 15 minutes de questions. Parfait. On finit à 19h30, Yves. Parfait, ça avance bien. Je vais accélérer. Donc, on a vu différentes perspectives. Là, je vous amène ailleurs, je vous amène dans la portion plus de l'organisation. Comment nos organisations sont structurées? Ces organisations-là qui ont des requis, puis on va voir qu'il y a certaines barrières dans nos façons d'être. Donc, M. Porter nous propose depuis plusieurs années déjà la notion de chaîne de valeur. Et moi, j'ai la notion de flux de valeur qui est le value stream. La chaîne de valeur, c'est vraiment ce qu'on voit ici. C'est que M. Porter nous dit qu'une entreprise a des départements
toute une structure de ces départements d'opération et qui va avoir des départements, des structures qui soutiennent. Par exemple, les TI sont une qui soutient, qui sont transversales à l'ensemble des départements qui composent des vice-présidences qui composent nos entreprises. Ici, c'est une vision qui est assez puriste. C'est vraiment une chaîne de valeur, mais on voit bien que la production de valeur, selon M. Parter, devrait se faire de cette façon-là pour arriver à desservir un client, puis on l'espère heureux, ce client-là. Par contre, malheureusement, on se crée des silos parce que ce qu'on considère être des groupes de production de valeur, malheureusement, sont organisés par vice-présidence, direction et tout, et chacun se construit un château fort à l'intérieur de sa spécialité. Ça lui donne du confort, ça lui donne la capacité de contrôler son environnement. Mais la valeur ici en souffre énormément parce qu'on n'est pas structuré pour faire ça ou on oublie qu'on devrait être dans ce sens-là. Et le pire, c'est que nos amis TI développent des logiciels teintés par silo. Donc là, aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle on fait des transformations, nos systèmes ne sont pas basés comme l'entreprise de façon transversale. Donc, ça cause vraiment des maux de tête importants, autant aux entreprises de briser ces silos-là que de réaligner les systèmes qui ont été construits dans le respect des silos. On le voit ça dans beaucoup des entreprises qui ont plusieurs années d'expérience. Les toutes nouvelles entreprises ne créent pas ces structures-là, donc ne vivent pas ces problématiques-là. Et là, voici notre structure hiérarchique. Encore la perspective organisationnelle, mais avec une vue hiérarchique. On va parler de systématiquement pourquoi ça ne va pas si bien que ça. Vous prenez n'importe quelle personne ici, là en bas, là, on va les appeler de façon gentille les Indiens. On va demander à un Indien, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu le fais? Bien, comme mon premier charpentier tout à l'heure, c'est mon patron qui me demande de le faire. OK? Si tu prends la règle des 5 pourquoi, puis tu lui demandes la deuxième, pourquoi ton patron veut que tu fasses ça? Parce que son patron lui a demandé. Ah bon, OK. Fait que on commence à avoir des réponses. Et si je vais à mon troisième pourquoi ton patron a demandé à faire ça? Souvent, on a la réponse, puis je l'ai eu récemment, c'est dans mes objectifs annuels, donc mon bonus. Vous comprendrez que ce n'est pas tout à fait le type de réponse du pourquoi qu'on recherche. Et ça monte et ça monte. Et on voit qu'ici, nos structures, de la façon qu'elles sont faites, nos gens d'en bas regardent en haut, puis nos gens d'en haut regardent en bas. Donc, on est tous centrés sur nous-mêmes et on a un client qui en souffre et puis notre client étant le pourquoi des pourquoi, c'est vraiment lui qui devrait avoir notre attention et on a de l'attention sur nous-mêmes et on a des clients internes aussi qui en souffrent, pas juste externes et on crée de cette façon-là nos fameux silos. Si on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, si au lieu de regarder vers le bas, on regardait le client. Et quand je dis regarder le client, oui, on dit on est tous centrés client. Ça, je l'entends de toutes les bouches. Mais être vraiment centré client, est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'à tous les niveaux de la hiérarchie, on regarde, au lieu de se regarder en haut, en bas, si tout le monde n'avait qu'un point de focalisation, c'est le client, les discussions qu'on a, ils seraient très différentes, très différentes, et on aurait un focus automatiquement sur le pourquoi et beaucoup moins sur notre comment opérationnel interne. Mais il y a certains préalables pour ça. C'est beau, ça ne réglerait pas tous les problèmes parce qu'il y a quelque chose qui nous est proposé, encore une fois, par une approche agile. C'est ce qu'on va appeler en latin, encore une fois, je parle très bien le latin, c'est le servant leader. Donc, un gestionnaire qui n'est pas là pour donner des ordres, mais qu'un gestionnaire qui regarde le client,
qui sait que vous regardez le client aussi et qui va vous aider à répondre à ce client-là. Non pas par vous dire comment faire les choses, en vous disant, voici ce que j'entends que le client a besoin et voici comment, dites-moi ce que vous avez besoin, vous, pour le desservir. Comme je vous disais tantôt, l'équipe, que ce soit une équipe de développement ou une équipe de production, d'opération, en principe, on les a engagés parce qu'ils sont bons dans leur travail, donc ils devraient réussir à travailler à servir notre client. Et ça, on est encore dans une version très hiérarchique, mais on a dit tout à l'heure, la production de la valeur devrait et doit se faire dans le sens qui est là. Donc, inversement au top-down, mais beaucoup plus transversalement. Et c'est ça qu'on réalise très durement aujourd'hui. Et donc là, ce qu'on essaie de faire, aussi très durement, par une collaboration, une discussion, on essaie de créer de la valeur. On va réussir à mieux s'entendre, à avoir des clients internes un peu mieux servis et on va se rendre et on va faire une livraison. On a dit tout à l'heure que notre client peut avoir besoin plus qu'un service de nous. Peut-être que lui, il a besoin plus qu'un flux de valeur. Donc, on aurait différentes façons de naviguer transversalement et pour bien servir notre client. Un autre préalable important, ici, on a des présidents, des vice-présidents, des directeurs principaux, des directeurs, mais ce que ça nous prend, c'est un propriétaire du flux. Parce que chacun ici a sa propre vision, est limité dans ses moyens et ses capacités. Donc, il nous faut trouver un champion qui va, lui, être responsable du bout en bout. C'est pas facile, mais c'est un autre préalable pour qu'on puisse faire ce virage, ce vrai virage client-là. Et l'architecture et l'analyse d'affaires participent à ce virage-là. On va continuer maintenant dans une perspective et on va voir comment ça, justement, le requis, de la stratégie au requis, comment ça se passe dans nos entreprises. Dans une entreprise qui débute, c'est assez simple. Le président décide que, bon, c'est par là qu'on s'en va, donc il s'en va voir son groupe de livraison et il passe ses commandes. En parallèle, on va avoir les secteurs qui, eux, ont des besoins criants, ont des besoins clients, ont des besoins, et eux aussi vont transmettre des besoins au groupe de livraison en même temps. Et là, on a un groupe de livraison qui lui, sait vraiment pas quoi faire avec ça parce que souvent, ce qu'il va faire, il va être obligé de prendre des décisions. Il va aller au plus pressant. Donc, il va livrer ce qu'il peut. Et le grand perdant dans ça, puis statistiquement, puis notre groupe Gartner nous l'a montré à plusieurs reprises, l'exécution des stratégies ne se fait pas dans les entreprises pour plusieurs raisons. Et ça, c'en est une ici. C'est avec des moyens limités, on va à ce qui est le plus petit et le plus criant, et c'est la stratégie qui en souffre. Dans une entreprise plus mature, qui a appris durement qu'est-ce qui se passe, on va rajouter l'intervenant du bureau de gestion de portefeuille, puis bureau de projet. Ce qu'on veut, c'est réaliser, on veut aider notre groupe de livraison à faire la bonne chose. Donc, on met en place notre groupe de gestion de portefeuille et là, on a de la maturité. Là. Notre exécutif fait sa vigie, il fait son plan stratégique, son SWOT. Là, vous voyez là qu'on parle pas mal mieux. Et il va émettre son plan stratégique. Dans les bonnes entreprises aussi, on va faire ça au niveau sectoriel. On va faire une vigie plus spécialisée dans notre domaine, si c'est les RH, si c'est la finance, si c'est l'ingénierie. On va émettre notre propre, faire nos propres modèles et nos SWOT, on va se regarder, puis on va émettre un plan directeur. On va essayer qu'il peut, et il y a souvent un disconnect entre les deux. Parce que d'un côté, on a le président et les exécutifs et les stratèges qui vont lancer de beaux gros ballons de plage à notre groupe de portefeuille. Et de l'autre côté, nos gens de secteur, eux, ils travaillent avec les choses du terrain. Ils vont arriver avec un paquet de billes. Et encore une fois, ça l'arrive à ces gens-là.
qui, eux, ne sont pas là pour ça. C'est maintenant eux qui sont confus. Ils ont l'odieux de choisir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et là, on a un groupe de livraison qui est encore perdu et qui va malheureusement livrer plus ou moins de la qualité. Ce qu'on peut faire, puis c'est les tendances actuelles, on va essayer de rapprocher ces groupes-là. Donc, on va les aider, on va faire de la collaboration et on va rapprocher aussi les exécutifs pour qu'il y ait un alignement entre le plan stratégique et le plan directeur. Encore là, ça prend 1 ou 2 itérations dans une entreprise avant que ça se fasse vraiment. Et moi, je l'ai vécu dans les derniers mandats où j'ai vécu le disconnect et j'ai vécu l'arrimage et c'est vraiment une autre histoire parce qu'on fait déjà ici un premier filtre, une première auto-validation de nos vrais besoins. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on risque ici d'avoir un mélange de ballons et de billes encore. Et là, ce qu'on a mis en place, bon, ici, on fait la gestion de programme, la gestion de service et on veut avoir, ça c'est nos ambitions, d'avoir un carnet. L'architecture d'affaires vient se positionner. Yves, oui? J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qu'un SWOT? Qu'est-ce qu'un SWOT? Oui. C'est l'analyse, comme on l'appelle en français, c'est les faiblesses, opportunités, menaces. Ça a un acronyme, ça a un acronyme en français, excusez-moi si je ne l'ai pas utilisé. C'est FFOM, c'est ce qu'est en train de dire Guillaume là. C'est ça, le FROM, c'est ça exactement, excusez-moi. Donc le SWOT, c'est l'analyse de nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et nos menaces, qui est un très bon point de départ dans toute analyse stratégique. Donc, notre architecture d'affaires se positionne là et je vous avoue que la littérature et moi-même, ça a été pour moi une révélation quand j'ai été sensibilisé à ça. C'est vraiment le chaînon manquant qu'il nous faut pour comprendre et analyser en amont ce qu'il veut se faire ici et aider nos gens de production, de livraison. Et je vous avoue, j'étais là, moi, au début de ma carrière et je travaille à m'en aller d'une case à l'autre depuis le début, toujours dans l'optique d'aider les gens de livraison à mieux livrer la bonne chose. Aujourd'hui, on livre encore, les gens sont de meilleur en meilleur, mais on se trouve à livrer la mauvaise chose. Donc, on veut faire le pont ici. On veut faire surtout de l'alignement. On va faire des analyses d'impact, comme je vous disais tantôt. Les gens vont nous envoyer une information. On va dire oui, mais saviez-vous que? Et là, on se promène entre les deux. Et là, on peut émettre des cibles basées sur cet alignement-là, ce raffinement-là des besoins aux 2 niveaux, une priorisation qui est faite par eux et non pas par les TI. On n'a plus l'odieux de prendre des décisions. Et là, on va pouvoir dessiner, nous, à partir de ces cibles-là, les fameuses feuilles de route que je vous parlais tantôt, qui est une ambition, qui est une façon logique, naturelle de faire les choses. Et là, on n'enverra pas des ballons et des billes, on va envoyer des balles rapides qui vont être pesées et qui vont être les bons besoins. Et là, notre projet, le bureau de projet, va lui appliquer les contraintes parce qu'on n'est pas dans un monde idéal, ce n'est pas vrai. On a quand même des problématiques. On a des ressources humaines, des ressources monétaires qui sont limitées. On veut vraiment aller chercher des bénéfices. Donc, le groupe ici, c'est ça qu'il va faire. Il va appliquer les contraintes par-dessus les ambitions de la feuille de route et va pouvoir donner aux gens de production à la petite cuillère ou de façon plus soutenue les choses à faire. Et là, on va être capable de livrer de façon organisée, structurée, les capacités les plus, la valeur justement, ceux qui ont plus de valeur pour notre entreprise. Ici, j'utilise ça pour vous parler d'un peu de comment ça se passe. Cette toile de fond-là, vous la reconnaissez sûrement, c'est celle du SAFE, qui malheureusement est encore, par de très bons fournisseurs, présentée comme la recette de l'agilité à l'échelle. Donc, quand on veut agiliser l'entreprise, appliquer cette recette-là et ça va bien aller.
c'est très bon Safe. Moi, je ne peux rien dire, je l'utilise tout le temps comme Canva, puis vous allez voir, je ne l'utiliserai pas pour Safe, je vais vous l'utiliser pour vous présenter certaines réalités. Qu'est-ce qu'on fait dans nos entreprises quand on commence en agilité? Mais naturellement, il y a un petit groupe d'Indiens, de Gaulois quelque part qui partent en équipe et qui commencent à expérimenter, à faire de l'agilité avec ce qu'on a vu tantôt, les sprints, le Scrum et tout ça. Ça fonctionne. À petite échelle, ça va bien. Là, il y a une pollinisation qui se fait. On va aller chercher 2, 3 équipes. On va essayer de travailler à un niveau un peu plus élevé. On va travailler au niveau d'un programme et ça risque encore d'aller assez bien. Quand on essaie d'aller plus haut dans la structure, qu'on est dans la solution d'affaires, là, on voit là, que ça se passe un peu moins bien parce qu'on a un Scrum Master qui est obligé de tout traduire à la hiérarchie, au client. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment on est en train de faire? Parce que là, on voit qu'on additionne des profils d'individus qui ont rien à faire de cette agilité-là, de ces buzzwords-là. Et là, il y a de la distorsion jusqu'à temps qu'on atteint notre seuil de tolérance. Il y a un niveau où ça ne va pas. Et là, on arrive avec Save qui dit, voici la recette, c'est ça qu'il faut faire. Mais dans notre stratégie requis, la stratégie est en haut, en haut, en haut. Et nous, il faut aller en bas, en bas, en bas. Donc, il y a du chemin à parcourir. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce diagramme-là. Il représente très bien ce chemin-là. On part de notre stratégie, on met ça dans un backlog de portfolio qui va descendre dans un backlog. Donc, on voit qu'il y a une granularisation du requis, du besoin à faire, partie prenante et solution. Ça se fait de façon naturelle. Donc, la morale de cette histoire, la journée que nos présidents auront leur backlog, tout le monde en dessous aura son propre backlog. L'inverse ne se fait pas actuellement et ne pourra jamais se faire. On ne créera pas des backlogs du bas vers le haut. Il faut vraiment que ça vienne d'en haut. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'agilité organisationnelle. Il faut avoir cet élément-là. Je vais aller rapidement parce que j'ai beaucoup de matériel. Qu'est-ce qui n'aide pas? Là, je vous parle un peu dans l'exécution. Je vous ai dit que je n'irai pas dans le comment, mais juste pour vous montrer comment on a des blocages à l'entrée. On a des gens ici d'affaires et de développement. Moi, je veux de la valeur. Je t'envoie mes spécifications. Je passe ça à l'autre côté du mur en espérant que ça fonctionne. Toi, tu reçois les documents qui ont été écrits pendant des semaines et des mois. Moi, je dis, je veux du changement. L'autre dit, je veux de la stabilité. On lui envoie le produit qu'on a envoyé et on sait que ça ne fonctionne pas. Les objectifs ici sont contradictoires ou ne sont pas complémentaires. Ça nous crée vraiment des barrières à l'entrée. Une approche où on va prendre l'approche produit, qui est de plus en plus la vision actuelle, on va mettre dans un même groupe des gens d'affaires et là, on va avoir un client qui priorise ses besoins. On va entamer une discussion, donc on va avoir beaucoup plus de discussions, plus de murs entre nous deux pour intercepter nos volontés. On va de ce fait-là écrire moins. On dit qu'on écrira, on n'arrêtera pas d'écrire, mais on a moins besoin d'écrire, on se parle. Et là, moi, je vais pouvoir livrer, moi étant le dev, livrer par itération. Je vais aussi parler avec ma personne de mise en opération. Je vais lui donner plus de conversations et plus de petits livrables et non pas de gros modules difficiles à implanter. Et lui va implanter en continu. Et ces gens-là se font la promesse en DevOps ou en BizDevOps qu'ils vont aussi supporter ce qu'ils vont livrer. Aujourd'hui, les murs font que c'est celui à la fin de la ligne qui est responsable de tout. Ceux en amont, souvent, s'en lavent les mains. Donc, je reviens on va parler d'agilité, je reviens à ma formule de tout à l'heure. Et là, je vais aller vite aussi. L'agilité organisationnelle, être agile et faire de l'agile, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est là que les recettes ont pris beaucoup d'ampleur, c'est dans faire de l'agile. Quand on me demande, Yves, c'est quoi être agile? Qu'est-ce que l'agilité? C'est 3 mots pour moi. Toute personne qui pense en itération, qui collecte
une rétroaction et qui s'adapte après cette rétroaction-là. Dans ma tête à moi, c'est une personne agile qui soit un président ou un programmeur. Et pour ça, ça prend de la discipline parce que penser par itération et aller chercher de la rétroaction, il faut vraiment être discipliné et ça prend aussi du courage. Il faut être courageux pour écouter les autres et surtout dire, je me suis peut-être trompé, je vais m'adapter. Et là, ça ne s'apprend pas à l'école, ces choses-là. C'est des valeurs que tu te dois d'avoir personnellement et ton environnement doit les avoir aussi. Le droit à l'erreur et l'expérimentation, si il n'y a pas de budget, s'il n'y a pas de place à ça, tout ça, ça va mourir dans l'œuf. Au niveau du savoir-faire, il n'y a pas juste une façon. On a le Kanban, le XP, le SAFe, le Lean. Toutes ces méthodes-là ou ces approches-là sont toutes basées à quelque part sur les mêmes valeurs, les mêmes fondements. Et si vous me demandez de définir c'est quoi le discipline agile, où on est rendu, mais c'est ça le discipline agile, ça l'englobe tout ça. Et c'est là, c'est le temps d'en parler. Discipline Agile, très rapidement. Ça a été fondé en 2015 par deux messieurs, Scott Ambler et M. Lynch. Je me rappelle d'avoir été dans une même salle avec M. Ambler au tout début des Agile Tours à Montréal. On était à l'époque 50 dans un auditorium de l'UQAM. On s'est ramassé dans une salle à 6-7 personnes avec M. Ambler à l'époque. Et c'était déjà très intéressant. Et on sait que le Agile Tour a beaucoup évolué depuis. C'est le plus gros au monde. Donc, M. Ambler arrive avec un soupçon d'idéologie, beaucoup de conviction, puis beaucoup d'expérience. C'est un homme qui a un bagage incroyable. Et il a basé toute son approche sur des observations des meilleures façons de faire en agilité. Au tout début, ça a été présenté, moi, c'est ma perception, comme une autre nouvelle approche. Mais rapidement, ils se sont réalignés. Justement, ils ont été à l'écoute de la rétroaction. Ils se sont adaptés et plusieurs publications, plusieurs livres très intéressants qui sont la base du discipline agile. Dans la deuxième édition, on est passé beaucoup plus sur la notion que c'est une boîte à outils et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, la boîte à outils. Et récemment, 2020, l'année dernière, à ma grande surprise, parce que j'étais du groupe idéologique, que je me considère un agiliste et non pas un Scrum Master. Je suis dans l'agilité. L'EDA a joint le PMI. Wow! Quelle surprise! Mais quand on regarde ça de loin, on prend du recul, c'est vraiment une approche qui est win-win. Le PMI, le marché et le PMI font un virage agile, ça c'est indéniable. L'EDA a une culture, a des fondations, a un actif incroyable et le PMI offre un réseau de professionnels à travers le monde, des gens qui ont déjà des certifications, des gens qui se cherchent une voie maintenant. Il y a des gestionnaires de projets qui se cherchent beaucoup et ça l'amène une continuité au PMI qui est très intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce que vient faire la discipline dans l'agilité? J'ai trouvé ce petit clin d'œil-là, j'ai trouvé ça intéressant. Ça définit que la discipline, si on prend juste ce dernier bout, c'est la capacité de contrôler nos impulsions. On parlait tantôt, je l'ai dit, discipline et donc ça n'en prend de la discipline en agilité. Sinon, on perpétue les mêmes mauvais plis qu'on avait en mode cascade. On masque seulement le mode cascade en essayant de faire des itérations. Donc, en appui, un des premiers principes ou un des principes du premier manifesto agile, c'est celui de la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, c'est essentiel. Juste là-dedans, il y a beaucoup. Faire de la simplicité, c'est pas facile. Il faut être discipliné. On a toujours tendance à faire le tout. Et aussi, minimiser la quantité de travail. Parlez-en à vos clients, sont incapables de prioriser, ils veulent tout pour tout de suite. Donc, il faut se donner cette discipline-là et c'est très important. L'oignon agile nous parle, et la discipline agile couvre tout ça. Naturellement, à ces portions-là, c'est possible d'évoluer très rapidement.
puis c'est dynamique. Ici, ça va changer un peu moins et on va être beaucoup dans l'intangible qui va donner vraiment la valeur. Si on met du temps sur les mentalités, sur le mindset qu'on appelle agile, ça va être très puissant. Au niveau des outils, ben, c'est cute, ça a beaucoup de visibilité, mais ça n'apporte souvent pas la bonne chose, le bon pourquoi quand c'est mal implanté. La discipline agile a ses propres principes, ses propres valeurs qu'on va regarder. Il fait des promesses et il y a ses guidelines, ses guides. Et ce qui est intéressant, déjà, on voit par les mots qui sont utilisés qu'il y a de l'expérience en arrière du discipline agile. Quand on parle ici, on ne parle pas d'équipe autogérée, on parle d'équipe semi-autonome parce qu'il y a une réalité dans les entreprises. Ce n'est pas tout le monde qui veut puis qui peut se gérer soi-même, mais on va leur permettre de s'organiser à l'intérieur comme ils veulent, mais on va être semi-autonome. Donc, c'est ce genre de guideline-là que le Discipline Agile va nuancer par rapport aux méthodes originales. Ceci, c'est les principes et pourquoi j'ai adoré et j'ai embarqué dans le bateau de Discipline Agile. Les premiers, c'est mes coups de cœur. Choice is good et context count. Vous comprendrez qu'avec, encore une fois, toutes mes lettres, je me suis donné les choix. J'ai des perspectives différentes et je le sais qu'il y a du bon dans tout et j'aime ça, avoir le choix. Si j'étais un spécialiste PSM, un Scrum Master qui ne répond qu'à cette religion-là, je me couperais de beaucoup de capacités et de points de vue. Et toujours le contexte. C'est bon d'avoir des choix, mais il faut aussi pouvoir les appliquer dans les bons contextes. Donc, ces deux choses-là, c'est vraiment mes coups de cœur. Et naturellement, vous comprendrez qu'étant un agiliste organisationnel, j'ai retrouvé dans DA la dimension entreprise. Donc, ça répondait vraiment, vraiment bien à mes ambitions. Donc, encore une fois, en couche d'oignon, la portée. Ici, on est vraiment dans le développement, dans l'agilité, dans la livraison. Eux, ils ont des clichés, ils parlent beaucoup par des images qui disent qu'ici, on construit des moteurs. À ce niveau-là, on est en train d'assembler notre véhicule. Et notre véhicule, naturellement, s'il n'y a pas une équipe expérimentée, rodée pour la maintenir, ça ne marchera pas. Et on peut pas, ça ne donne rien d'avoir cette qualité-là de véhicule si on n'a pas le circuit pour opérer. Et c'est ça qui fait que ça couvre l'ensemble du besoin, autant organisationnel à haut niveau que de l'équipe puis le développement. Il y a plein de processus qui couvrent l'ensemble des dimensions recherchées dans le cadre des initiatives d'entreprise et de produits. Ceux qui nous intéresseraient, nous, en termes d'analyse d'affaires, puis c'est pas coupé au couteau, là, mais à première vue, quand j'ai regardé les mots qui sont ici, on est très proche des besoins d'affaires et des besoins opérationnels, la gestion du changement. Et encore une fois, d'une façon globale, en architecture, dans l'amélioration continue, l'architecture d'entreprise, les gens, le portfolio, je me retrouve assez bien avec mes deux chapeaux dans ces blades-là. Et on va avoir ici des gens beaucoup plus au niveau du produit et des composants. Ça vient avec, on parlait de choix tantôt, on disait que choice is good. Ça vient avec pas une recette, pas l'approche Scrum qui serait ici. Ça vient avec un paquet de points de vue, de cycles différents. Et là, on peut choisir celui qu'on veut. L'idée, le DAFlex, c'est l'équivalent, on pourrait dire, du SAFe. C'est la version SAFe de Discipline Agile qui va mettre dans un cycle tous les processus avec les intrants et les extrants. C'est, encore une fois, on l'utilise si on est au niveau à l'échelle ou si on est dans l'agilité plus d'équipe. Et là, on a différentes saveurs. On a l'agilité Scrum Base, on peut avoir du Lean, on peut avoir de l'exploration en Lean Startup. Tout ça est adapté et documenté parce que, on l'a dit, le contexte compte. C'est important de choisir le bon marteau, le bon outil pour le bon projet. Si on creuse encore plus, on a trois grandes phases, donc la création, la construction et la transition.
et on a des objectifs. On est ici en gestion par objectif. On n'est pas prescriptif, ce n'est pas une méthodologie. On devrait viser ces objectifs-là dans tous nos produits. Et là, j'ai pris l'exemple ici de l'objectif en construction d'adresser les changements dans les besoins. C'est assez près de notre réalité. Qu'est-ce que Discipline Agile nous propose? C'est d'exploser cet objectif-là par des décisions qu'il nous faut prendre pour atteindre l'objectif. Ces décisions-là, on a des alternatives très bien documentées dans Discipline Agile qui composent le fameux coffre à outils que je vous parlais tout à l'heure. C'est ça la nouvelle version du DA, c'est d'offrir à ses utilisateurs une série des meilleures pratiques dans le marché par décision, par objectif. Donc, ici, on va nous suggérer des fois une série de moyens et on va nous suggérer que ces deux-là, c'est ceux qu'il faut privilégier, mais les autres sont bons aussi. Encore là, on va se poser la question, dans mon projet, dans mon contexte, dans mon produit, laquelle je devrais prendre. Quand on voit une petite flèche ici, c'est l'ordre croissant. Ici, c'est n'importe lequel dans n'importe quel ordre. Ici, c'est dans quel ordre on devrait en principe les adopter et ça dépend toujours de la maturité de l'équipe. Donc, c'est très intéressant d'avoir ça à portée de la main. C'est très, très, très riche en outils. On termine. Monsieur Scott Ambler a plusieurs chapeaux, plusieurs, je vous ai dit, expériences et convictions. Lui, ce qu'il dit, c'est que l'analyse, c'est tellement important qu'on en fait tout au long du cycle de vie, mais on ne devrait pas, en principe, avoir des analystes à temps plein toute la journée. Et ça nous ramène à la fameuse question qu'on se pose nous-mêmes depuis plusieurs mois et années maintenant. C'est quoi le rôle de l'analyse d'affaires dans le projet? Et là, on a des réponses comme l'analyse d'affaires pourrait être en amont, très en amont, et d'être du côté de la business. Et c'est lui qui va instiguer le projet. On pourrait être le PO parce qu'on connaît très bien le domaine qu'on fait. On pourrait être le proxy du PO. On peut être dans l'équipe et on peut être en support à l'équipe. C'est toutes des saveurs. Et encore une fois, qu'est-ce qui va décider notre niveau d'implication? C'est le contexte. Il va falloir s'adapter à ce contexte-là. Les artefacts sont habituellement plus légers. Oui, on l'a dit tantôt, plus de discussions, moins d'écrits. Donc, les récits au lieu des cas d'utilisation qui sont plus lourds, des croquis au lieu des modèles détaillés. Ce qu'on veut, c'est en bon latin, just enough, juste assez de requis et des requis juste assez documentés. Pas besoin de faire tous les requis complètement. Donc, on veut d'en faire juste assez. Les analyses sont souvent transitoires, encore une fois, parce qu'on y va par itération. Ça ne nous donne rien d'analyser un an d'avance. On analyse juste à temps, juste assez. Et les équipes avancées vont utiliser beaucoup le mode de test d'acceptation au lieu de spécification très dans le comment. Et si on prend le truc que je vous ai donné tantôt, nos tests vont être dans le pourquoi. Donc, on va être capable de s'assurer qu'on répond à tous nos besoins, autant en termes de pourquoi, quoi et comment. En guise de conclusion, oui, c'est normal. On l'a vu, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on est porté à être dans le comment. Oui, nos entreprises sont complexes, sont en perpétuel changement et on le sait, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, beaucoup d'agendas cachés, beaucoup d'objectifs personnels. Donc, ça change la complexité des forces internes, des forces externes. Ça fait que nos environnements sont vraiment complexes. Que pouvons-nous faire? Avoir une vision commune, la communiquer au début du projet et la répéter pour que les gens puissent toujours se rappeler le pourquoi ultime qu'on fait ça et pas avoir des projets, comme je le disais tantôt, qui s'appellent implanter Salesforce, mais plutôt qui portent un nom, qui vise l'objectif, le bénéfice qui est anticipé. Être centré sur le client, donc avoir notre lunette, tout le monde à tous les niveaux sur le client et être centré sur la valeur.
la vraie définition de la valeur, il faut la définir, cette valeur-là, et il faut qu'on soit organisé pour ça. Je vous ai parlé tantôt de la règle des 5 why. Bon, ben OK, je vais vous donner une chance. Allons-y juste à 3. De toute façon, nos 3 why, on va être déjà pas mal dans le pourquoi. Mais par contre, quand vous arrivez à c'est pour mon bonus, mais je vous invite, je vous demande de revenir voir si c'est centré client et centré valeur. L'agilité maintenant, l'agilité, la promesse, c'est de livrer plus rapidement de la valeur. Ça ne livre pas plus rapidement le projet dans son ensemble, mais ça va nous permettre de ne pas attendre 2 ans pour avoir les premières lueurs de valeur. On va livrer très rapidement de la valeur et on va s'adapter par rapport à ce qu'on va apprendre. Donc, on va livrer cette valeur-là de façon itérative. De l'autre côté, l'architecture, l'analyse d'affaires, oui, on peut regarder très, très loin en avant ou, encore une fois, avec le juste assez, juste à temps, on ajuste nos lunettes en conséquence. L'agilité organisationnelle, elle, ça va d'être livré rapidement en regardant loin. C'est ça qu'on se souhaite. Puis ça, on veut se le souhaiter en gardant le pourquoi en tête et aussi se rappeler que les choix sur notre chemin sont importants et que le contexte compte toujours. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Wow! Merci. Beaucoup de stock, effectivement, mais très, très belle présentation. Tu pourras rajouter, Yves, l'acronyme WOW à toutes tes certifications. C'était vraiment extraordinaire. Merci de nous avoir partagé ta réalité, en fait, ta réalité de projet, ton expérience qui est phénoménale. On s'y retrouve, chacun de nous s'y est retrouvé, j'en suis sûre, à titre d'analyste, tu nous as interpellés dans nos expériences personnelles en mandat, dans nos missions personnelles, professionnelles. Mais c'est vraiment riche. C'est vraiment très gagnant en fait, rassembler nos connaissances comme ça, en fait, de les partager. Merci d'avoir partagé ce soir. C'était vraiment exceptionnel. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y a beaucoup de bravo, de merci. Merci, Yves. On pourra te les partager. Félicitations, excellente présentation. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur ce que vient de présenter Yves? Oui, à la question d'Aladine Raja, oui, l'enregistrement, le lien vers l'enregistrement Zoom sera disponible. Nous l'enverrons aux participants ce soir. Je vais rendre disponible aussi la présentation. Parfait, en PDF. Que nous pourrons publier sur notre site web et que vous ferez peut-être à Montréal aussi. Oui, exactement. Oui, excellent. En fait, il y a eu beaucoup d'échanges, en fait. Il y a eu des échanges entre les participants sur des notions là, en cours de présentation. C'est excellent. Une question? Oui, alors une question de Tom. Donc, DA versus antifragilité. Ah, bon, quelqu'un qui est sensible à ça. Oui, j'ai mon gourou, mon maître à penser, qui s'appelle Monsieur Gagnon, Daniel Gagnon. C'est lui qui m'a initié aux disciplines Agile et ça a vraiment, comme je disais tantôt, connecté avec mes valeurs puis avec ce que je recherchais. Et Daniel, actuellement, il est rendu à l'antifragilité. C'est la prochaine version de l'agilité. C'est de rendre, puis on a un exemple criant, regardez les catastrophes qui se produisent aujourd'hui avec la COVID. Nos systèmes, nos façons d'être, de penser ne sont pas résilients. En 2 mots, si on veut exprimer qu'est-ce que c'est l'antifragilité, c'est la résilience et on le voit. Il s'agissait qu'il y ait un élément dans une chaîne de production, de distribution
et tout le monde en souffrait, tous ceux en aval et tous ceux en amont. Et c'est ça qu'il faut repenser dans nos entreprises. Et c'est un peu le principe. Si vous avez la chance de réécouter ou de participer à une rencontre, une conférence de Daniel Gagnon, il exprime très bien, puis il est rendu à sa 2e ou 3e version, ça s'enrichit, mais on peut voir ça comme la prochaine étape, on l'a dit tantôt, 20 ans l'agilité, et l'histoire nous démontre qu'il y a des cycles de 20 ans, donc il y a quelque chose qui doit se redessiner ou qui se redessine actuellement, et c'est un peu autour de ce concept-là. Une autre question, quelle est la différence entre l'architecture d'affaires et l'analyste, l'architecte d'affaires et l'analyste d'affaires? Je pourrais dire que c'est des niveaux conceptuels. Je vous ai parlé tantôt de 60 000 pieds, du 30 000 pieds, puis le terrain des vaches. Bien, on sait que l'analyste d'affaires, on le voit dans l'extension du Babok Agile, on travaille sur 3 horizons, le stratégique, l'initiative et le produit. Donc, en analyse d'affaires, on va souvent analyser la stratégie. On ne fera pas de l'analyse stratégique en principe. Dans des plus petites organisations, on va t'amener parce qu'on a un bon coffre à outils, on va être amené à aider les stratèges et les exécutifs. Mais dans une structure un peu plus grosse, on va hériter de cette stratégie-là qui va avoir été au passage articulée, dépoussiérée par des architectes qui vont justement coller les bons termes et à la réalité terrain et qui va passer à l'analyse d'affaires. Donc, on parlait de l'architecture d'entreprise, le building blocks, le gros morceau d'entreprise. L'architecte d'affaires va travailler au niveau de la capacité et l'analyste, son point focal, c'est le requis. Fait qu'on voit qu'à côté de granularité, on n'est vraiment pas dans les mêmes grosseurs de morceaux. Et on a besoin de toute cette chaîne-là pour la fameuse traçabilité que je vous parlais tout à l'heure. On ne peut pas avoir juste des granules et on ne peut pas avoir juste des ballons de plage. C'est en résumé, là, mais c'est vraiment pour montrer qu'on n'est pas dans les mêmes perspectives, mais on peut se promener de un à l'autre avec les notions qui s'imposent. Et ça dépendra aussi du contexte et de la taille de l'organisation. Exactement. Encore une fois. C'est pour ça que d'ajouter à son coffre plusieurs perspectives, ça l'aide. On peut parler avec les bons mots aux bonnes personnes. Ça en fait un peu la preuve. Une autre question de ma consoeur Céline Masson. Où en sont nos dirigeants publics et privés quant à l'engagement envers l'agilité organisationnelle? Est-ce que tu as ton avis là-dessus, Yves? On parlait de sarcasme tout à l'heure? Non, je n'irai pas là. Encore là, ces gens-là cherchent des quick wins en bon latin. Donc, ils cherchent des bénéfices rapides. Ils se font vendre par les recettes, les vendeurs de recettes, ces quick wins-là. Donc, eux, ce qu'ils font, ils imposent. Ils disent, ah oui, c'est super. Moi, je ne le fais pas, mais vous, faites-le. Et c'est un peu l'exemple que je vous donnais tantôt dans le projet que quelqu'un a eu la bonne idée de passer en mode agile. C'est exactement ce qui est arrivé. Les bénéfices semblaient vouloir être au rendez-vous, mais il n'y avait pas de nuance. On nous a imposé comme équipe de travail l'agilité. J'étais dans une équipe complètement cascade et c'est moi qui ai été évangélisateur de mon équipe avant que le raz de marée nous frappe. Au moins, mon équipe était un peu sensible à ça. C'est une expérience là, comme tant d'autres. Mais pour revenir à la question, malheureusement, nos gestionnaires, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc, peut-être que la nouvelle génération, ceux qui nous suivent, là, les jeunes qui arrivent avec une autre vision plus collaborative, eux autres vont déjà être dans le mode du servant leader et ça va amener une agilité de façon beaucoup plus naturelle que des gens qui ont une plus grande expérience puis qui ont tendance malheureusement à protéger leur silo plutôt qu'à essayer de le faire évoluer. Donc, on n'est pas là, malheureusement, mais je me fie sur les jeunes pour nous éduquer à ce niveau-là. D'accord. Une autre question de Samer Migdashi. Quelles sont les démarcations de la bonne pratique entre
l'analyste fonctionnel et l'analyste d'affaires dans un projet? Bonne question. Je vais vous avouer que l'analyste fonctionnelle, par objectif personnel, je me suis détaché beaucoup de ça, mais on a vu tout à l'heure dans la hiérarchie des requis, quand on est au niveau système, on est dans l'analyse fonctionnelle. Donc, on va arriver avec notre mineur et notre majeur. On a parlé tantôt, je vous ai montré, il y a des analystes d'affaires et des analystes d'affaires TI. Donc, il y en a des analystes d'affaires qui ont une propension très grande à la technologie. Ils vont parler beaucoup en technologie, donc la majeure est technologie, la mineure est la compréhension de la business. Ces gens-là vont faire de très bonnes spécifications fonctionnelles et vont peut-être appuyer ou compléter ce qu'un analyste fonctionnel pur, qui est purement technologue, va faire. De l'autre côté, l'analyste d'affaires va amener la couleur de la business, va avoir en tête l'objectif, la valeur désirée, va peut-être débuter avec des user stories, mais n'ira pas au niveau vraiment pour créer du code. Donc, encore là, le contexte va selon la maturité de l'équipe. Ça prend de tout. C'est pour ça que moi, quand je travaille dans des entreprises, je ne parle pas des titres. Je parle de la fonction. On fait de l'analyse d'affaires. Donc, beaucoup de monde fait de l'analyse d'affaires. Il faut monter notre maturité en analyse d'affaires. Et oui, il y a des professionnels qui portent ce titre-là. Donc, on peut faire de l'analyse fonctionnelle et ce n'est pas juste un groupe d'individus qui a le droit et qui doit faire de l'analyse fonctionnelle. Donc, encore là, on adapte selon les capacités. C'est rassurant. Souvent, on se retrouve justement avec une confusion de responsabilité ou de rôle à cause des titres. Et je parlerai même de déresponsabilisation. Ce n'est pas sans mon titre, je ne le fais pas. Et là, il y a des trous énormes qui se créent. En effet. Un beau commentaire d'Hélène Barbeau d'un point de vue philosophique en pensant à notre grand sage ce soir, notre conférencier Yves. Comme le disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, résilience, agilité, car l'eau s'écoule, change et l'humain se transforme à chaque instant. Merci de cette belle conférence. Ben, ça me fait plaisir. Un autre témoignage de Touraya. Merci pour cette intéressante présentation. Pour rebondir sur la question fonctionnelle à faire, est-ce qu'au Québec, on accepte des analyses d'affaires novices sans avoir eu une carrière en analyse fonctionnelle pour justement avoir un œil neuf sur le pourquoi et la proximité client plutôt qu'une proximité TI? Oui, encore une fois, c'est bien décrit dans le BABOK au niveau de notre chapitre sur les compétences transversales. On décrit qu'un analyste d'affaires doit avoir des notions très générales des affaires. Après, on va au niveau de l'industrie dans laquelle il opère. Après, on descend au niveau de la compagnie dans laquelle il œuvre. Après, on descend au niveau de son département et après, on descend au niveau des systèmes. On voit que de cette façon-là, on peut arriver par le bas ou arriver par le haut. Donc, encore une fois, je prends par exemple la STM où c'est assez inusité. Les analystes d'affaires qui malheureusement ne portent pas ce nom-là sont tous du côté affaires. C'est tous des gens qui ont… Comment s'appelle-t-il à la STM? C'est assez drôle, ils les appellent les conseillers en encadrement de système. Donc, c'est des gens qui ont plusieurs chapeaux, dont celui d'analyse d'affaires, mais c'est aussi des formateurs, c'est aussi des gens qui supportent les opérateurs au jour le jour et qui sont en projet avec leur chapeau d'analyse d'affaires pour aider les gens de TI. Mais chez Desjardins, là, on a une maturité incroyable au niveau TI, puis tellement de maturité qu'on a des spécialistes d'affaires en TI. On voit que on peut arriver du haut, du bas, puis du côté aussi. Et oui, il y a une grande demande actuellement, donc on n'est pas obligé d'avoir une corde technologique, mais je vous avoue que ça l'aide pour bien comprendre le potentiel que les technologies vont apporter. Si on est
si on n'est pas sensible à ça, on va mal conseiller nos gens d'affaires. Merci, Tom, de nous partager le lien sur la fragilité. C'est un document que vous pouvez télécharger. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires de vive voix, s'il y en a qui n'ont pas écrit dans le chat? N'hésitez pas à afficher à ouvrir vos caméras. Question, bonjour. Bonjour, Guillaume. Je me demandais pour le groupe d'études sur le BABOK qui va commencer au mois de février, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut être membre de l'IBA ou là, Marie-Laure, je m'adresse à toi, peut-être qu'en tant que membre de CGI, on a accès quand même? Il y a une notion de membre corporatif et je vais vous avouer que je ne suis pas au fait des renouvellements. Mais oui, la réponse à la question, c'est oui, il faut être membre parce que de toute façon, c'est l'analyse du guide BABOK. Et en étant membre, automatiquement, vous l'avez gratuitement et c'est votre Bible pour tout le long de votre groupe d'études et de votre certification. Et économiquement parlant, se certifier en étant membre coûte beaucoup moins cher que ne pas l'être. Puis aussi, il y a des services qui vous sont offerts. Donc, actuellement, on encourage ceux qui sont membres. En plus, on a quand même une souscription corpo qui permet d'avoir certains avantages. Donc, ça serait bien de souscrire. Puis, on peut en parler, Guillaume, si tu veux. Avec plaisir. Merci, Marie-Laure. Merci, Yves. Très bien. Et Yves, est-ce que vous allez utiliser la version francophone ou la version anglaise du BABOK pour l'étude? Ce qui est prévu, compte tenu de la langue de l'examen, le matériel va être principalement anglophone pour justement pour avoir les mots, parce qu'on le sait, les examens sont assez complexes, juste comme examen. On rajoute à ça la difficulté de la langue. Donc, on va utiliser du matériel anglophone, mais par contre, les discussions, les échanges vont être en français. Donc, pour qu'on puisse expliquer les choses plus facilement, mais on prévoit utiliser du matériel, donc le BABOK anglais, mais le BABOK français est disponible et maintenant, on peut l'avoir sur Amazon si vous voulez avoir une copie papier. Donc, depuis quelques semaines, c'est une très belle réalisation entre Québec et Montréal. Oui, on est très fiers de cette annonce-là. Donc, vous pourrez naviguer entre les deux BABOK, mais il faut vraiment maîtriser les mots parce que dans l'examen, on joue avec les points-virgules. C'est important. Ouais. C'est vrai. Parfait. Oui, tu as répondu. Le BABOK français est disponible en version PDF gratuit pour les membres, je crois, seulement sur le site Corpo. Par contre, le guide anglais BABOK aussi est disponible en version PDF gratuitement lorsque vous êtes membre. Alors, comme le disait Yves, il y a de nombreux avantages à être et une bibliothèque là, foisonnante de documentation pour le métier d'analyste d'affaires. Je crois que ça fait le tour. Merci. Félicitations. Même chose pour le matériel. Oui, oui, en effet, Sacha, le matériel d'études pour les certifications, il n'y a rien en français actuellement. Et c'est là la collaboration là, des présidents des chapitres francophones pour aller en ce sens de donner du matériel francophone aux francophones. Alors, on va clôturer là-dessus. Merci Yves infiniment. Ça a été vraiment un succès ce soir, autant d'audience que de la qualité de ta présentation. Merci de ce partage. On vous redonne, pour la communauté des analystes de Québec, on vous redonne rendez-vous le mois prochain. Le 17. Le 17. Et quel est à nouveau le titre de la conférence le mois prochain, Marie-Laure? Oh, j'avais fermé ma boutique. Ah, t'avais fermé. Alors,
C'est pas sur la guilde? Non, non, Marie-Laure, ce non, sera en mars. la guilde, c'est au mois de mars. Au mois de mars, ce sera toi, Marie-Laure. C'est ça. C'est l'intelligence d'affaires, les grands mythes et principes de l'intelligence d'affaires avec Charles Michaud. Excellent. Alors, suivez-nous sur Eventbrite et sur notre site web où sera publié notre événement le mois prochain. Bonne fin de soirée à tous. Merci de votre participation. Au revoir. Je crois qu'il y avait une question. Je ne sais pas si on l'a passée maintenant. Une question. Non, je crois qu'on les a toutes faites. Oui, celle, est-ce qu'il est envisageable que l'IBA prévoit le développement de la perspective d'architecture d'affaires et processus d'affaires? Puis je ne vois pas le reste. Je ne sais pas qui a posé la question, si la personne est encore là. Et puis, quel est l'apport des certifications pour la reconnaissance d'un analyste ou d'un architecte? Excuse-moi, c'est Abdelila qui a posé la question. C'était juste pour savoir, est-ce qu'il y a dans la perspective de IBA, dans leur feuille de route, un développement un petit peu penché sur les deux perspectives, architecture d'affaires et processus d'affaires, à l'instar de ce qu'ils ont fait pour l'intelligence d'affaires et pour l'agile? Actuellement, c'est un peu la stratégie, à ce qu'on a entendu du IBA global. Au lieu de travailler d'arrache-pied à une version 4, ils prennent plutôt l'approche par extension. Donc, ils ont déjà livré des extensions qui viennent élargir le corpus des connaissances puis de notre implication. Puis, vous voyez qu'ils vont par opportunisme, par des terrains non exploités, ou par priorité. Mais on sait qu'il y a des travaux dans ce sens-là qui sont en train d'être faits, mais là, ils ne peuvent pas attaquer tous les points en même temps. Mais c'est vraiment, on peut s'attendre qu'il peut y avoir d'autres extensions dans le sens des perspectives qui sont déjà annoncées. Puis il y a un intérêt certain dans ça, parce que ça couvre, ce qui est disponible actuellement, ça ne couvre pas les mêmes volets que nous. Donc, pour répondre, on n'a pas de date, on n'a pas de cas de commitment dans ce sens-là, mais c'est vraiment leur stratégie de publication. Donc, on espère qu'ils vont occuper ces terrains-là aussi. Oui, on l'attend impatiemment. Merci, Yves. C'est la petite dernière. Quel est l'apport de certification pour la reconnaissance d'un analyste ou architecte d'affaires? Je dirais que c'est très riche sur le site web de raisons pourquoi on devient. Il y a un sondage annuel sur les salaires, et juste ouvrir ça, ça parle de soi. Il y a une différence au niveau salarial. Je vous parlais tantôt, ça ouvre tellement les yeux. Vous savez, le vieux dicton qui dit que plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien, là, mais ça s'applique à ça aussi. Ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. On travaille sur notre humilité et ça nous donne les mots justes. Les mots sont tellement galvaudés aujourd'hui, c'est impressionnant. Au moins, si entre nous, on peut s'entendre d'appeler un chat, juste ça, ça vaut vraiment la peine d'enrichir notre boîte à outils. Et vous allez voir qu'au passage, juste dans le BABOK, il y a plus de 50 techniques. On ne les maîtrise pas toutes, mais de savoir qu'elles existent, c'est déjà une richesse incroyable. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire ça, autant pour l'aspect pécunier que professionnel. Excellent. Là, cette fois, c'est tout. C'est tout. Bon, je vous remercie beaucoup pour cette belle opportunité. Ça a été un plaisir. Je me suis beaucoup amusé moi-même à préparer la présentation et à vous la livrer ce soir. Fait que je remercie les gens de Québec et les gens de Montréal. Puis je vous souhaite une très belle année à tous.